Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Guylaine Proulx, mairesse de Péribonka. Bonjour Guylaine. Bonjour Isabelle, c'est un plaisir d'être avec toi cet après-midi. C'est un plaisir de t'accueillir aussi. La première question que j'ai envie de te poser, comment ça a été à Péribonka cet été avec l'espace Péribonka qui, là, avait la réouverture du musée Louis-Aymon dans sa nouvelle mouture? Quel a été l'accueil? En fait, je dirais qu'on a vraiment pris notre essor. Le musée a désormais ses ailes. Écoute, en fait, deux événements majeurs cette année. Bien sûr, l'ouverture du musée qui était fermé puis qu'on a mis beaucoup de temps à repenser, à refaire le projet. Et je pense que là, on a un bijou de musée. Le seul musée qui s'intéresse à la littérature au Québec. D'ailleurs, on a eu un grand auteur qui est venu, Michel Tremblay, qui est venu apprécier puis il nous a dit qu'il aimait bien ça. On commence à avoir des groupes scolaires et déjà, il y a déjà là quand même beaucoup de visiteurs qui viennent. Alors, évidemment, il a ouvert juste le 11 juin. L'autre élément qui était, c'est notre nouveau tronçon de piste cyclable sur piste qui part de Sainte-Jeanne-d'Arc presque jusqu'au village. Je vous parlerai du second bout qui s'en vient. Écoutez, ça, mettons qu'on dit que la véloroute des Bleuets a à peu près 300 000 utilisateurs chaque année. Nous, à Péribonka, on en recevait à peu près 20 000 parce qu'évidemment, c'était dangereux. Un couple avec de jeunes enfants qui fait la véloroute, c'était sur l'accotement de la route. Alors là, on a une piste bien dégagée et ça l'a amené, là, bien sûr, un achalandage meilleur parce que vous savez qu'on a une navette maritime qui fait Péribonka pour aller au parc de la Pointe-Taillon et presque 1000 personnes de plus cette année ont fréquenté la navette. Donc, ça nous donne un petit peu. La véloroute des Bleuets va probablement nous donner nos chiffres là, d'utilisation de notre tronçon. Alors, on va être attentif à ça, mais je pense que la combinaison de ça, plus, évidemment, le musée qui ouvre et, bien sûr, tous nos plateaux, le bistrot. Oui, parce que ça a été repris par la municipalité. Oui, ça a été repris par la municipalité cette année. La crèmerie qui fait fureur. C'est tellement un cadre agréable, là, manger une crème molle sur le bord de la rivière Péribonka et du lac Saint-Jean. Oui, non, évidemment, là, il y a comme un amalgame là, qui est intéressant. Puis, bien sûr, notre camping qui est très apprécié, fréquenté. Et comme je le disais, la navette et notre marina, dans laquelle il y a plusieurs saisonniers là, qui passent l'été à Péribonka parce qu'ils ont un voilier, ils restent sur leur voilier. Alors, ça amène une activité économique intéressante. L'augmentation de l'achalandage de la véloroute, est-ce que vous avez vu une différence sur l'achalandage du camping aussi? Oui, sur l'achalandage du camping, puis aussi au bistrot. On a pu constater là, que plusieurs cyclistes là, s'arrêtaient pour s'alimenter. Alors, c'est intéressant, là. Certains ajustements à faire, c'est normal. Mais, puis parlant de la véloroute, alors on a un nouveau tronçon, mais l'an prochain, on terminera le tronçon. C'est-à-dire que présentement, le pont de la rivière Moreau est en construction, c'est-à-dire que la voie d'évitement est en train de se construire. Le pont sera érigé dans l'été 2025. Et le deuxième bout du circuit cyclable va traverser le village et emprunter l'arrière du camping aux abords de la rivière Moreau. Pour ensuite, le nouveau pont prévoit qu'il y aura une piste là, bidirectionnelle pour les vélos, tout comme on a à Saint-Félicien et à Alma. Alors là, vraiment, là, ça va être sécuritaire. En fait, on pourra partir de Péribonka jusqu'à Dolbeau tout le temps sur piste cyclable. Donc, évidemment, à la fois, bien sûr, pour les touristes, mais aussi pour les gens de notre communauté qui pratiquent le vélo. Plus on a de pistes cyclables, plus c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est en mouvement. Et pour nous, Péribonka, c'est une clientèle tout à fait intéressante à recevoir. Je reviens un petit peu sur le musée. Personnellement, j'ai eu le plaisir d'aller le visiter cet été. C'est quand même impressionnant ce qu'on a réussi à faire dans l'église. Oui. On voit que c'est l'infrastructure de l'Église, oui et non. Hein? C'est vraiment un travail de maître qui a été fait, je crois. Je vous dirais, on est chanceux d'avoir obtenu ce projet-là, même si ça a pris un peu de temps, s'il a fallu être patient. Mais
presque toutes les municipalités au Québec sont aux prises avec une requalification de leur église. Hein. Puis nous, regarde, c'est mission accomplie, c'est fait. Puis le jour de l'inauguration, le 11 juin, il y avait presque au-dessus de 300 personnes. Toute la population de Péribonka était invitée. Et j'ai vraiment senti un sentiment de fierté. C'est, même si les us et coutumes ont changé, même si les gens ne pratiquent plus beaucoup, l'Église demeure un pilier dans un village. Tu sais, la représentation qu'est l'Église. Ne serait-ce que le bâtiment. Oui, et les gens de Péribonka entraient puis ont vu qu'elle est presque pratiquement refaite à neuf, notre Église. Puis elle sert à des choses louables, à intéresser les jeunes à la littérature, par exemple. On est bien fiers de ça. Puis je pense que la population de Péribonka est fière aussi de l'utilisation de son église. Tout ce qui s'est fait aussi comme infrastructure, ne serait-ce que le bâtiment de l'espace Péribonka, c'est absolument magnifique. C'est un cachet vraiment particulier et ça regroupe vraiment tous les organismes de en fait, dans le fond, on avait besoin, on avait une hôtel de ville qui était obsolète, qui était même dangereuse sur le plan de l'activité humaine, une école désaffectée qu'il fallait chauffer, un musée qui était à l'autre bout, puis qui avait besoin aussi de rénovation majeure. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Ça a été difficile des fois de convaincre la convergence du ministère de la sécurité publique pour la caserne, du ministère des Affaires municipales, du ministère de la Culture. Des fois, c'est pas des projets. Les ministères, des fois, sont un peu en silo. Mais finalement, ça a réussi par aboutir et ça donne... Tout le monde est sur le même toit. Tous les organismes sont regroupés ensemble. Puis, je pense que les gens du village en profitent aussi parce que de plus en plus, on a des activités citoyennes. On avait une fête de la récolte en fin de semaine. Il y aura un party d'Halloween. Il y aura une espèce de musée d'horreur dans le jubé de l'église animé par le musée Louémont. On a vraiment une équipe aussi au musée qui sont pleins d'idées. Tu sais, il va y avoir des lancements de livres, des auteurs qui vont venir, des ateliers d'écriture. Faire fréquenter aussi par les clientèles scolaires. Hein? C'est intéressant. C'est plaisant de montrer aux jeunes que la lecture, ça se fait pas juste au bout d'un téléphone ou d'un iPad. Oui, effectivement. Je pense que le fait d'avoir un livre dans ses mains. Et le musée aussi est d'avant-garde en utilisant aussi quelques notions d'intelligence artificielle pour... ça, j'ai testé la chose. Ouais. On trouve ça intéressant parce que les jeunes vont être interpellés par ça, puis ça démontre un petit peu ce que sont les limites aussi de l'intelligence artificielle. Ça aide à mieux faire connaître. Alors, c'est interactif aussi, comme musée, les installations et tout ça. On est plein la maison Samuel Bédard qui est rendue maintenant dans la cour d'Espace Péribonka, au cœur. Oui, donc les œuvres d'art qui ont été rapatriées. Puis on va en avoir un autre qui... Pour Espace Péribonka, le fameux 1%, l'œuvre d'art, on avait retenu un artiste, M. Dutil de Saguenay, qui est un sculpteur, qui malheureusement est décédé en faisant l'œuvre. Et c'est sa succession, ses enfants, qui ont trouvé des gens pour terminer son œuvre. Donc, on nous a dit là, que dans quelques semaines à venir, l'œuvre sera installée là, sur une des terrasses d'Espace Péribonka, là, qui en a deux. Vous avez déjà dû remarquer, par rapport aux années passées, un achalandage supplémentaire au musée, juste le fait qu'il soit au centre du village. Bien, écoutez, il est ouvert le 11 juin. Pour le moment, ce qu'on se parle, on a sûrement atteint 3000 visiteurs. Les dernières années du musée où il était situé, on avait à peine 2000 visiteurs par année, à peine. Donc là, vous voyez que dans quelques mois, on a redressé la situation. Et c'est aussi une infrastructure, je pense, au cégep. C'est sûr que je reviens un peu à mon ancienne vie. Au cégep dans lequel toutes les cours ont des formations en littérature québécoise. Donc, on commence à avoir des collèges qui viennent avec les étudiants. Je pense que c'est... C'est quelque chose qui ne se passait pas nécessairement auparavant? Non, auparavant, non. Fait que là, on est axé sur la littérature. Petite curiosité, il arrive quoi avec les anciennes installations du musée? Est-ce qu'elles ont été vendues? Ils ont été vendues pour être capable là, que le musée puisse donner une mise de fonds dans l'ensemble du projet qui était rendu presque à 10 millions de dollars. Le musée a vendu certains actifs, des terrains, et dont le pavillon contemporain ancien, qui est acheté par un privé qui va l'utiliser là,
à bon escient, j'imagine. On parle beaucoup de tourisme. Ça a été un gros chantier quand même, le chantier de tourisme Péribonka qui n'est pas terminé, qui se poursuit toujours. Bien, on aura la deuxième phase de la piste cyclable, mais quand on regarde dans sa globalité, la caserne, Espace Péribonka, le musée, la nouvelle rue qu'on a ouverte, plus le circuit cyclable, c'est près de 20 millions de retombées économiques là, qui a circulé dans notre petit village de 535 personnes. Pour une petite municipalité de cette taille. On est fiers, mais moi, à toutes les fois que je suis interpellée là-dessus, puis je l'ai dit dans mon message d'ouverture du musée, moi, je suis contente qu'on puisse démontrer. Tu sais, le culturel, c'est pas vrai que c'est juste à Québec puis à Montréal qu'on a droit à des musées, puis qu'on a droit à de belles sculptures, puis qu'on a la culture, elle doit se vivre partout. Puis le message que je lance, moi, oui, c'est possible de rêver dans une petite municipalité puis de faire atterrir des projets d'envergure. Ben, d'ailleurs, tu t'es toujours positionné contre le cynisme, contre les messages de dévitalisation. Tu fais la preuve que, c'est possible de se battre contre ça puis de Dans ma faire carrière, de grandes choses. j'ai travaillé en développement local et régional. Puis bien sûr, là, je crois en cette possibilité qu'ont les municipalités de prendre en main certains leviers. Et d'ailleurs, là-dessus, on travaille sur un projet qu'on pourra annoncer incessamment, mais un projet en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi d'une école d'été, d'une université d'été récurrente, qui s'adresse aux élus, au personnel des MRC, des municipalités, pour parler des effets de décentralisation, des leviers qu'une municipalité peut disposer pour assurer son développement, assurer un peu sa pérennité. Alors, on vous en parlera plus davantage, mais ça fait partie... C'est un autre dossier qui tient beaucoup à cœur. C'est dans les cartons. On reconnaît Guylaine Proulx à travers tous ces dossiers-là. C'est dans les cartons. Alors, j'aime beaucoup ça. D'autres projets qui s'en viennent à Péribonka? Ben, écoutez, je peux pas passer sous silence. Là, peut-être que ça fait jaser un peu. Vous savez que Saint-Augustin et nous, on a amorcé une réflexion sur un regroupement. Et moi, je tiens à rassurer la population. Là, il n'y a aucune décision qui est prise. Ce qu'on fait, c'est juste de faire une analyse sur les potentiels que pourrait offrir un regroupement. Et peut-être que ces potentiels-là sont inexistants aussi, mais pour le savoir, il faut faire un peu cette étude-là. Notre prétention au maire de Saint-Augustin, M. Saint-Pierre et moi, c'est qu'on se rend compte que dans les petites municipalités, là, pour être capable d'exercer notre rôle et capable de maintenir et d'offrir de nouveaux services, là, il va falloir regarder un peu des mises en commun parce que présentement, une municipalité comme Péribonka et Saint-Augustin, là, on a 42 lois à administrer. Depuis 2021 à 2024, là, 27 nouvelles lois ont été, déléguées dans la Cour des municipalités, 13 nouveaux règlements, 21 règlements modifiés. Tu sais, il y a quelques années, dans une municipalité rurale, on avait un directeur général, secrétariat, greffier, trésorier. Là, avec toutes les demandes, les plans climat, la question de la gestion des renseignements personnels, en fait, tout ce qui est demandé, la gestion des actifs et tout ça, une seule personne, comme femme ou homme orchestre, là, ça peut plus suffire. Donc, c'est ce qui nous a un peu, on a obtenu du ministère des Affaires municipales une subvention pour mutualiser un emploi en travaux publics. Et on est allé chercher un technicien en génie civil. Et on s'est rendu compte que, tu sais, bon, tout seul, on n'était pas capable, mais à deux, ben ça donne des résultats intéressants. Donc... pourquoi ne pas c'est ça. étendre Donc, ça? puis le ministère, on est très bien accompagné par le ministère des Affaires municipales là-dessus. Puis, écoutez, on se dit... Moi, j'aime mieux être proactif, d'aller voir qu'est-ce que ça donnerait. Vous savez qu'il y a eu des fusions imposées. Oui. Hein? Puis, si jamais ça arrivait, là, ben nous, Péribonka puis Saint-Augustin, on va dire, attendez un peu, là, nous autres, là, on l'a fait l'étude, on l'a fait l'analyse, que ça, sur tel aspect, ça serait bien, sur tel autre aspect, ça serait moins bien. Alors, on regarde ça, puis on pense qu'on... Ouais. S'organiser que se faire organiser. Oui, effectivement, c'est une belle... Comment c'est perçu au sein de la population? Je vous dirais qu'il y a de l'inquiétude. Je pense que c'est normal. Là, il y a des gens, mais moi, je veux rassurer la population.
Dès qu'on aura les premiers résultats de l'étude, on va faire des séances citoyennes là, pour être capable, puis on va publiciser aussi, soit dans un cahier spécial ou l'information, elle va être là pour les citoyens, puis ultimement, c'est eux qui vont décider. C'est pas à Guylaine Proulx et à René Saint-Pierre à décider pour. C'est à eux s'ils voient des avantages. Puis si les avantages sont pas là, bien évidemment, ça restera comme c'est là. On s'attend à voir les résultats de l'étude à quel moment? Bien, on essaie, là, on voudrait peut-être, au printemps prochain, être en mesure là, d'avancer certaines pistes. Là. Outre le poste de technicien dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres services? Parce que, bon, à la grandeur de la MRC, il y a plusieurs municipalités qui ont mis en commun leurs services. Est-ce qu'il y a déjà d'autres services qui sont en commun? Déjà, les services informatiques, on était avec la municipalité de Delbon, c'est mutualisé. Là, la prochaine étape, c'est le traitement et l'épuration des eaux. Dans lequel on va, ça va être des gros dossiers aussi. Oui, c'est des grosses affaires. Donc ça, c'est... Puis ce qu'on regarde peut-être plus par regroupement, c'est l'inspection municipale dans laquelle on a encore là, il y a plein de nouvelles réglementations. Ça nous prend de plus en plus de gens qui connaissent l'inspection municipale. Alors, on est un petit peu là, je dirais pas à risque, mais on n'a pas toute l'expertise. Mais sur nos travaux publics, puis, en partie, c'est parce que le gouvernement nous disait, vous devez faire une gestion de vos actifs municipaux, vos infrastructures, parce que si vous n'avez pas, exemple, de carnet de santé de vos bâtiments, vous ne serez pas admissible à certaines subventions. Donc, vous comprenez que... Ça évite les surprises aussi. Oui, ça évite les surprises aussi. Puis, c'est ça, avec notre technicien qu'on aime bien, là, on va avoir une planification de rénovation puis d'entretien de nos bâtisses. Alors, c'est intéressant. On ne peut pas dire que c'est pas intéressant, c'est intéressant. Je fais le pont avec l'habitation. Bon, on sait que le besoin de logement est grand. Je fais un petit peu le lien avec l'établissement des gens, Péribonka. Ça va comment? Est-ce qu'il y a des nouvelles familles qui décident d'aller s'installer à Péribonka? Je vous avoue que je suis... ça fait partie de mes prochaines priorités. Là. On a ouvert une nouvelle rue. Moi, je veux qu'on ait du multilogement dans la municipalité. On a quelques entrepreneurs parce qu'il y a des gens qui viendraient vivre à Péribonka, mais malheureusement, là, on a 0 logement de libre. Puis présentement, quand il y a une maison qui est à vendre, là, des fois, c'est dans les 24 heures là, quasiment. Là. Donc, puis il y a aussi toute la dynamique des travailleurs étrangers. Oui. Il y a certaines maisons de personnes âgées qui se sont libérées dans les dernières années, mais le besoin de loger les travailleurs étrangers par nos agriculteurs, bien, ces maisons-là ont été récupérées pour loger. C'est super important aussi de bien loger nos travailleurs étrangers. Mais évidemment, ça ne fait pas de roulement. Alors, une des phases qu'on veut s'attaquer, là, c'est de construire là, du multilogement. Peut-être qu'on a des gens qui voudraient, qui sont vieillissants, qui voudraient lâcher la maison, comme on dit, il a rendu un certain âge, là, mais qui aiment tellement Péribonka et qui ne veulent pas partir de leur village, mais qui disent, ben gars, moi, je prendrais un logement parce que c'est moins d'entretien, c'est moins d'ouvrage. Une dame qui se retrouve seule, que son mari décède, c'est des choses comme ça qui arrivent dans les villages. Fait que c'est ça qu'on veut regarder dans les prochaines... Puis en même temps, ben, si on crée du logement, comme il y a une crise un peu partout, ce qui sera créé à Péribonka, bien évidemment, ça permettra de résoudre la crise un temps soit peu. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Est-ce que Guylaine Proulx sollicitera un deuxième mandat à titre de mairesse? Ou il est trop tôt encore? Non, je peux le dire parce que je veux... en fait, moi, quand je suis tombée à la retraite, que j'ai quitté le cégep de Jonquière, il y avait un poste de libre comme conseillère municipale. Puis, j'ai pris le poste, j'ai été élue par acclamation. Donc, moi, j'ai fait 5 ans comme conseillère, puis je me suis beaucoup intéressée, bien sûr, au projet. Je me suis impliquée dans le projet. Et là, je vais terminer l'année prochaine un mandat de 4 ans à la mairie. Donc, ça fera 9 ans que je serai en politique active. J'aurai 67 ans. Je vais prendre ma retraite pour de bon. Mais bon, on prépare le terrain pour quelqu'un c'est ça. d'autre. Puis c'est ça. Je veux dire, je peux m'impliquer dans différents organismes là, de la municipalité ou encore dans le comté. Là. Mais quelque chose de moins exigeant. C'est ça. Oui, parce que c'est exigeant. Quand tu veux que les affaires fonctionnent, là, il faut y mettre du temps. Puis c'est pas toujours facile, mais très belle expérience. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience-là. Guylaine Proulx, merci énormément. Merci, Isabelle. C'est un plaisir de te recevoir.
Merci beaucoup à vous également d'avoir été là. N'oubliez pas que nous sommes disponibles également en format balado. Moi, je vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Accès Immersif. Allô, je m'appelle Stéphanie Ahern. Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre de Mélanie Massé, qui est propriétaire d'une voiture électrique depuis plusieurs années. Avec elle, on va démystifier tout ce que ça implique d'être propriétaire d'un véhicule électrique. Mélanie Massé, bonjour! Bonjour! Tu nous parles aujourd'hui de ton expérience de conduite avec ton véhicule électrique. Toi, c'est la Hyundai Ioniq que tu conduis là, depuis un an et demi. Mais ton expérience avec le véhicule électrique, ça remonte à plus longtemps que ça. Oui, exactement. Dans le fond, moi, ça fait déjà 6 ans que je roule en véhicule électrique, donc depuis 2014. C'était une Mitsubishi e-MiEV. Visiblement, tu le regrettes pas parce que tu roules encore en électrique. Qu'est-ce que tu aimes le plus, le point que tu aimes le plus de rouler en véhicule électrique? Il y en a deux. Le premier, pas besoin d'aller au poste d'essence. Ça, c'est vraiment là, la merveille. Là. Moi, j'aimais pas ça. Je détestais ça, aller au poste d'essence. Se geler les mains à moins 20, là. Yes. Exactement. Faire la file, des fois. Donc, là, j'arrive à la maison, je branche mon véhicule. Ça, c'est le point numéro 1. Mais le deuxième point, ça, c'est vraiment été une révélation, c'est la douceur de conduite. À la base, tu n'étais pas la conductrice qui aimait le plus conduire un véhicule puis une expérience de conduite avec un véhicule à essence. Par contre, tu aimes ton expérience de conduite avec le véhicule électrique. Exactement. Moi, je suis toujours prête à conduire. Je laisse pas ma place, là, à moins qu'on me casse un bras pour conduire. C'est moi qui conduis. On peut faire 3 allers-retours là, à Chicoutimi pour aller n'importe où. Je suis partante pour aller... on va faire le tour du lac, on part. J'aime ça. Mélanie, j'ai le goût de savoir comment ça fonctionne concrètement parce que là, j'ai plein de questions pour toi. Est-ce qu'on va voir ta borne? Oui, on peut aller voir ma borne. Bien, dans le fond, moi, c'est une borne 2014. Fait que c'est vraiment un modèle que j'ai acheté là, en même temps que ma voiture en 2014. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus technologiques que ça. Mais c'est branché là, tout simplement sur un breaker à la maison. Je l'ai fait installer par un électricien. En fait... Donc, on appelle notre électricien, on a notre borne. Ça en prend absolument une pour avoir un véhicule électrique. On ne pourrait pas brancher notre véhicule électrique dans une prise normale. Oui, on pourrait brancher notre véhicule dans une prise normale. Là, moi, je l'ai fait là, les premiers mois avec ma e-MiEV de 100 km. Et ça faisait très bien parce que, dans le fond, elle se recharge pendant la nuit. C'est quoi la différence entre une borne et la prise à la maison, finalement? C'est le temps? Oui, exactement, la durée de la recharge, dans le fond, qui est beaucoup plus rapide avec une borne là, comme ça. Ça nous permet de pouvoir la recharger à 100 plus rapidement. Là, au niveau de l'électricité, est-ce que ta facture d'hydro a monté en flèche comme ça? Non, honnêtement, j'ai pas vraiment vu de différence parce que d'année en année, avec Hydro-Québec, les changements, la température, des fois, on chauffe un petit peu plus, il y a une saison un petit peu plus froide. Fait que moi, la différence, je la vois pas vraiment. Si on se fie plus aux chiffres, là, dans le fond, de l'AVEQ ou d'Hydro-Québec, là, on parle de 1,50 par 100 km. OK. Donc, c'est quand même assez économique. Là, par mois, ça pourrait équivaloir à combien environ? Bien, pour quelqu'un là, qui roule en moyenne 20 000 par année, là, on parlerait d'environ 30 $ par mois. Là. Intéressant. C'est très intéressant. Donc, Mélanie, quand on n'est pas à la maison, quand même, il y a des solutions, les bornes de recharge. Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Ici, on est devant une borne de recharge rapide. Donc, c'est des bornes qui nous permettent là, de recharger la voiture là, en environ 25 minutes avant de pouvoir repartir. Ces bornes-là, il y en a partout, donc on peut utiliser des applications là, pour savoir où les trouver, savoir aussi si elles sont disponibles. Et ça a des coûts? Oui, il y a des coûts ici sur les bornes rapides, c'est 11,78 $ et c'est important de savoir que c'est chargé à la minute. Là. Ah, donc, OK. Si on a besoin de seulement un petit 10 minutes pour se rendre à destination, mais c'est chargé à la minute.
Il y a des différences de bornes, de niveau de bornes aussi. Peux-tu nous faire peut-être un état de qu'est-ce que c'est une borne de niveau 2 et de niveau 3? Oui, exactement. Celle-ci est de niveau 3, donc c'est la charge rapide. Il y a aussi des bornes de niveau 2 qui sont les charges 240 volts, là, qui, elles, là, vont prendre environ 4 heures. Là. Si moi, je suis complètement déchargée, elle va prendre 4 heures à recharger. Et elles sont beaucoup plus nombreuses, là, dans le fond, sur le réseau à être disponibles. C'est celle qu'on utilise lorsqu'on va souper au restaurant qui va aller nous charger un petit peu plus lentement. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais le tour du lac puis qu'il n'y avait pas de problème à trouver des bornes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des bornes de recharge, il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein, Stéphanie. On en trouve partout et sont en constant développement. Là, dans le fond, à chaque mois, quasiment, on en retrouve des nouvelles. Là, partout, dans le fond, au Québec, mais dans la région aussi, là, il y a beaucoup de développement. Ah, puis d'ailleurs, c'est important de dire que le CREDD travaille actuellement sur une étude pour favoriser l'implantation de nouvelles bornes de recharge ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout à fait. On le sait que c'est probablement plus cher à l'achat. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai que c'est un petit peu plus dispendieux à l'achat. Par contre, il ne faut pas se fier là, au chiffre là, qui est annoncé à la vente, là, qui est écrit parce qu'on reçoit dans le fond des subventions qui font en sorte de baisser là, considérablement le coût d'achat. Il faut aussi tenir compte du fait qu'on ne paye pas d'essence. Et ça fait une différence là, quand même notable là, dans le budget. Il n'y a aussi pas d'entretien, dans le fond, pas de changement d'huile. Fait que ça fait quand même une bonne différence. Si on revient vite sur les subventions du gouvernement, parfois, on a peut-être l'impression que ça peut être complexe faire la demande. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Non, c'est pas complexe du tout. En fait, c'est le concessionnaire qui s'occupe de toutes les subventions. Là. Donc, il n'y a rien à remplir, pas de paperasse à faire, seulement qu'une petite signature chez le concessionnaire. Là, il s'occupe de tout. C'est pas compliqué. Mon Dieu, tu nous donnes le goût. C'est où qu'on signe? Merci beaucoup, Mélanie. Ça m'a fait plaisir.